à vous. Aujourd'hui, j'ai la chance de réaliser ma toute première interview, en vidéo cette fois. Aujourd'hui, je suis avec Guy Tisserand. Donc, c'est une personne que je voulais rencontrer puisqu'il a un parcours à la fois sportif et professionnel intéressant. Donc, je voulais vous parler de cette personne. Donc, déjà, pour commencer, bonjour Guy. Merci d'avoir accepté de recevoir. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc, déjà, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quel a été votre parcours, à la fois professionnel et dans le domaine du handisport? Moi, je suis à l'origine, en effet, on va dire, à la fois professionnellement et sportivement, j'ai vécu un certain nombre de choses, je veux dire, intéressantes. Donc, la première chose, peut-être, je présente un peu mon parcours, comme vous me le demandez. Donc, à l'origine, je suis ingénieur de formation. Donc, j'ai obtenu un premier diplôme d'ingénieur en électrochimie et électrométallurgie il y a maintenant plusieurs années, un certain nombre d'années. Et j'ai vécu une expérience un petit peu intéressante au moment de la fin de mon diplôme d'ingénieur en électrochimie, puisque quand j'ai terminé mon bac plus 5, je suis arrivé à me demander vers où j'allais m'orienter, et j'ai commencé à écluser un peu les différents forums d'emploi, et pas de personnes handicapées à l'époque, d'emploi, puisqu'il n'existait pas du tout de forum de personnes handicapées. J'ai rencontré un certain nombre de responsables de ressources humaines, et à l'époque ils m'ont tous dit « Ouh là là, dans le domaine de la chimie, vous comprenez, avec votre fauteuil roulant, ça risque d'être fort compliqué, voire pas possible chez nous. Donc j'en ai rencontré un certain nombre, peut-être une bonne dizaine, et la réponse était homogène en me disant « Non, non, ça va pas être possible, ça va pas être possible. » Juste un m'a dit à un moment donné « Oui, on pourrait envisager de vous faire bosser dans un labo. » Je me suis dit « Bon, ok, pourquoi pas, mais alors s'il faut que je fasse ça toute ma vie, peut-être que ça va être un peu réducteur et ça va me fermer un certain nombre de portes. » Donc j'ai commencé à me questionner en me disant j'ai fait un bac plus 5, mais est-ce que finalement ça ne va pas être un frein total d'avoir fait cette formation-là? À l'époque, on va dire, le fait d'être handicapé était dans l'esprit collectif complètement, enfin presque rédhibitoire, en tout cas dans certains secteurs d'activité. Après avoir vécu cette expérience-là, je me suis posé la question de savoir si j'allais quand même poursuivre dans cette voie, ou s'il fallait carrément que je bifurque vers un autre secteur. Et du coup, je me suis orienté vers l'informatique. Et là, j'ai fait un diplôme qui s'appelle l'ENSIMAG à Grenoble, qui est l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées, en me disant peut-être que dans l'informatique, la problématique du handicap sera peut-être déjà mieux appréhendée, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'ai tenté. Et j'ai fait une année de spécialisation dans ce domaine, et au bout d'un an, j'ai cherché un emploi, et là, j'ai pas eu tellement de difficultés à trouver un emploi, j'en ai même trouvé vite plusieurs. Parce qu'on était dans un contexte dans lequel l'informatique était d'abord un secteur dans lequel il manquait beaucoup de gens. Donc quand on avait un diplôme, en gros on était un peu l'oiseau rare, donc on était vite chassé. Et puis là j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le secteur informatique. Alors je vais peut-être raconter juste une petite anecdote parce que je trouve que c'est assez intéressant et illustratif. Au bout d'une dizaine d'années que je travaillais dans l'informatique, où j'étais chef de projet informatique, mon responsable direct a changé de poste, et donc le poste de manager de l'équipe dans laquelle j'étais m'intéressait, donc j'ai postulé sur ce poste. Et quand je suis allé postuler, on m'a répondu ah non, non, tu comprends, ça va pas être possible que tu prennes ce poste. Alors je me suis posé un peu la question, je lui ai posé la question de savoir pourquoi. C'était quoi la raison qui faisait que je pouvais pas avoir le poste de manager? Et la personne m'a répondu que c'était un poste dans lequel il y avait beaucoup de déplacements, et que donc, compte tenu du fait que j'étais en fauteuil roulant, forcément ça allait pas être envisageable, ou ça allait être trop compliqué. Donc ça m'a un peu laissé au départ pantois, ou sans voix d'entendre ça, et puis au bout d'un moment, en fait, assez rapidement j'ai réagi en disant mais c'est étonnant ce que tu me réponds, parce que en fait je suis, et là je vais venir là-dessus après, je suis sportif de haut niveau depuis quelques années, un certain nombre d'années, je me suis déplacé à peu près partout dans le monde. Donc j'étais en capacité par exemple d'aller à Séoul et à Barcelone, et tu me dis que je ne peux pas aller à Paris ou à Strasbourg pour aller faire une réunion de travail. Donc j'aimerais comprendre la logique de ton propos. Et là concrètement, il s'est vite rendu compte que c'était peut-être son propos était peut-être erroné, et donc du coup j'ai eu le poste, et je suis devenu responsable d'un service qui est devenu progressivement avec une cinquantaine de personnes. Mais disons qu'à l'époque, le frein que j'ai rencontré, c'est que quelqu'un était convaincu, mon responsable hiérarchique direct était convaincu que le fait d'être en fauteuil roulant m'empêchait de me déplacer pour des raisons professionnelles. Ce qui était évidemment pas vrai, mais qui était quand même chez lui, on va dire, un frein
subjectif, mais un frein quand même. Et il a fallu que je déconstruise ce frein pour pouvoir avoir ce poste. Donc je constatais que, à la fois dans les années 80, mais aussi dans les années 90, la perception que les gens pouvaient avoir du handicap était générateur de freins, ce qu'on appelle de biais dans leurs décisions. Sur le parcours, depuis les années 80, en fait, moi j'ai fait du sport de haut niveau pendant à peu près une vingtaine d'années, en tennis de table handisport, et j'ai participé 4 fois aux Jeux paralympiques, à Séoul, à Barcelone, à Atlanta notamment, et puis en 84 c'était en Angleterre. Et j'ai été médaillé d'or à Séoul à 2 reprises en simple et par équipe, à Barcelone en simple et à Atlanta en simple également, en étant numéro 1 mondial de 92 à 98. Et en 98, j'étais champion du monde à Paris et j'ai arrêté ma carrière sportive à ce moment-là. Et pour terminer au plan professionnel, donc jusqu'en 2004, j'ai travaillé dans mon entreprise dans le domaine de l'informatique. Et puis en 2004, mon épouse et moi, on a décidé de bifurquer complètement professionnellement et on a créé un cabinet qui s'appelle TH Conseil, qui est donc un cabinet de conseil, de formation, de recrutement et d'accompagnement, qui est spécialisé dans les domaines du handicap, de la diversité, de l'égalité des chances, de la prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail, donc en fait tout ce qui va être la place de la personne dans l'entreprise. Donc ça fait 10 ans qu'on a créé ce cabinet. Au départ on l'a créé, on était tous les deux, aujourd'hui on est 28, on est basé à Francheville. On travaille avec beaucoup d'entreprises au niveau national. Voilà, et donc on essaye d'œuvrer pour faire bouger les lignes sur la perception que les gens peuvent avoir du handicap, sur la prise en compte des besoins des personnes, sur la pédagogie nécessaire. Et donc c'est notre travail au quotidien et c'est passionnant. Alors, merci pour cette présentation. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à faire du tennis de table? Comment est-ce que vous avez commencé? Quand j'étais au collège, j'étais dans un centre spécialisé pour les personnes handicapées. C'était dans les années 70 et à l'époque on avait plutôt tendance à orienter les personnes handicapées dans des milieux spécialisés et pas dans les milieux dits ordinaires. La scolarisation en milieu ordinaire dans les années 70 c'était pas encore vraiment ça, même si aujourd'hui ça s'est bien amélioré, bien arrangé, mais il restait à l'époque énormément de travail à faire. Donc moi j'ai passé toute ma scolarité collège-lycée dans un établissement spécialisé. En étant interne, ce qui fait que il fallait tuer le temps quand on était un petit peu entre des cours, etc. Et il y avait des tables de tennis de table qui étaient présentes et moi j'avais des amis qui aimaient bien ça, donc je m'y suis mis un petit peu comme ça par hasard quand j'avais dans les 10-11 ans à peu près, enfin 11 ans à partir de la 6e. Et puis j'ai découvert ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis on a commencé à être un petit groupe, à s'entraîner ensemble, à jouer ensemble, à passer des bons moments à faire cette activité. Et on avait également un éducateur qui était lui-même très branché sur le tennis de table, donc il a commencé à nous apprendre, à nous donner les bases, etc. Et on a travaillé là-dessus. C'était très empirique, hein, on n'était pas dans un sport-études, on n'était pas du tout dans un club, etc. Et puis petit à petit, j'ai adoré, je me suis beaucoup entraîné, le niveau a commencé à arriver et j'ai découvert en fait, à l'époque je ne connaissais même pas du tout le handisport, j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai commencé à découvrir le handisport quand j'avais 17 ans, donc à l'époque j'avais jamais fait de compétition handisport, puisque je ne savais même pas que ça existait. Et à 17 ans, je suis allé rencontrer le responsable du tennis de table handisport national de l'époque. C'est l'éducateur en question donc, qui m'avait mis en relation. Et j'ai commencé à me dire, tiens, peut-être que je pourrais faire des compétitions. Donc j'ai commencé d'emblée à faire des compétitions handisport. Et très rapidement, je suis arrivé à être dans les tout meilleurs joueurs français, puisque mon premier championnat de France s'est fait en 79, j'avais 18 ans. Et en 80, j'ai été champion de France pour la première fois. Donc ça s'est fait très vite. Et puis petit à petit, le niveau, j'ai continué à m'entraîner beaucoup. Je suis allé dans des clubs. Cette fois, j'ai commencé à jouer aussi dans des clubs non pas handisport, mais ouverts à tous. Et voilà, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Alors j'ai vu aussi que vous aviez, qui est un rare sportif de haut niveau, avoir à la fois continué votre travail pendant que vous pratiquiez le sport à haut niveau. Je veux savoir comment est-ce que vous avez réussi à concilier la vie au niveau du sport, avec la vie professionnelle, et j'imagine la vie de famille également. Comment est-ce que vous avez fait? En effet, c'était pas tous les jours très facile. En fait, après c'est une question d'arbitrage aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses que j'ai pas faites du coup pendant cette période-là, puisque en gros je travaillais, je faisais mes études et ensuite je travaillais. En même temps, je faisais donc du sport à hauteur de peu près 20 heures par semaine d'entraînement, plus les compétitions, etc.,
plus, comme vous le dites, ma vie de famille, puisque je suis marié, j'ai 3 enfants. Donc voilà. Alors, la première clé de succès de tout ça, ça a été mon épouse, puisque elle a vraiment beaucoup joué le jeu et assuré beaucoup au niveau de la vie de famille notamment. Et sachant qu'elle-même a été sportive, puisqu'elle a été 3 fois championne de France de tennis de table handisport également, puisqu'elle est également en fauteuil roulant. Et puis, il y a aussi une grande part d'organisation personnelle. Ça veut dire qu'il faut aussi être extrêmement organisé, structuré, pas se disperser, optimiser le temps qu'on a, etc. Donc ça, c'est une vraie logique. Et d'ailleurs, le sport m'a appris beaucoup de choses, même au niveau professionnel, puisque ça m'a appris à définir des objectifs, à structurer les moyens, à gérer des projets, etc. Donc tout ça, c'est complètement finalement lié. Ça a développé des compétences chez moi que je peux utiliser aujourd'hui au niveau de l'entreprise. Mais disons que ça n'a pas été très simple, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a poussé en 98 à arrêter ma carrière sportive, parce que ça devenait vraiment très compliqué et j'y ressentais plus autant d'envie et d'intérêt que précédemment. Et qu'en plus, il était important pour moi de pouvoir mettre l'accent sur d'autres choses et de passer un peu plus de temps sur d'autres aspects. Voilà, mais je dirais les clés principales, c'est d'être très organisé. Et puis là, moi, en l'occurrence, c'est clair que si j'avais pas eu mon épouse qui avait joué le jeu, je pense que ça aurait été absolument impossible, quoi. Alors merci. Toi, je voulais savoir concrètement, qu'est-ce qui vous a amené à créer TH Conseil et pourquoi dans ce domaine-là? Choix par défaut. Donc l'objectif, c'était de trouver quelque chose qui m'animait vraiment. Et puis en 2003, à l'époque, j'étais président du club de tennis de table de Charcot à Sainte-Foy-les-Lyons. Et donc en 2003, on a décidé depuis plusieurs années, on organisait déjà des compétitions nationales et internationales de tennis de table handisport à Sainte-Foy. Et puis en 2003, donc, on a décidé d'organiser une compétition mondiale avec les meilleurs joueurs du monde qui viendrait à Sainte-Foy en 2004. Et quand je suis allé commencer à démarcher un peu certaines entreprises pour essayer d'en faire des partenaires de la manifestation, parce qu'il y avait un budget assez significatif, plusieurs d'entre elles m'ont dit écoutez, ça nous intéresse, mais il y a aussi autre chose qu'on souhaiterait, c'est être mieux accompagné dans la thématique de l'emploi des personnes handicapées, parce qu'on a beaucoup de mal avec ça, on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Est-ce que vous pourriez nous orienter? Alors, je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette idée-là. J'ai commencé à regarder ce qui pouvait exister un petit peu au niveau d'Internet notamment. Et puis, j'ai constaté que très très peu de choses à l'époque, dans les années 2003-2004, c'était quasiment inexistant. Là. L'accompagnement des entreprises était très très marginal, voire pratiquement inexistant. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à germer. Je me suis dit, tiens, mais quelles sont les compétences dont on aurait besoin pour pouvoir travailler là-dessus? Je me suis dit, bon, être intéressé par le sujet du handicap et plus largement de la notion d'égalité des chances, et là c'était quelque chose qui m'animait depuis fort longtemps. La deuxième chose, je me suis dit, il faut être en capacité de gérer des projets. Bon, ça c'est quelque chose que je savais plutôt pas mal faire. Et puis il faut avoir envie. J'ai dit oui, moi j'ai plutôt envie. Donc j'en ai parlé avec mon épouse et on a décidé de créer le cabinet. Donc c'est comme ça que l'idée a germé, c'est comme ça que le projet est né. Alors à l'époque on était tous les deux et on n'avait aucune idée de ce que ça allait pouvoir donner au bout de quelques années. Bon là on vient de fêter nos 10 ans il y a donc 2 semaines là, et on était donc à l'époque 2 et aujourd'hui on est 28. Donc le projet s'est beaucoup développé et on a vraiment, voilà, ça c'est très intéressant, et on a du coup progressivement élargi le sujet pour ne plus forcément être orienté uniquement sur le sujet du handicap, mais plus largement sur la notion d'égalité des chances, c'est-à-dire non-discrimination, chance pour tous, et que le fait d'appartenir à telle ou telle catégorie ou d'être mis dans telle ou telle catégorie ne soit pas un élément de discrimination, de fait d'être écarté et de pouvoir avoir les mêmes chances que chacun en fonction de ses compétences. Alors justement, je voulais savoir, après 10 ans d'existence de TH Conseil, quel bilan vous en tirez, et aussi, j'ai vu que les objectifs c'était quelque chose qui était important pour vous. Quels sont vos objectifs justement pour l'avenir en termes de développement? D'abord, au plan purement de l'activité, ça s'est bien développé, puisqu'on est parti, comme je vous le disais, de 2 et qu'aujourd'hui on est 28. Donc c'est que le projet avait du sens et que les entreprises sont toujours très intéressées par l'approche. Alors ce que j'ai pu vraiment constater sur les 10 dernières années, c'est que partant du sujet du handicap, on s'est rendu compte que finalement ce qu'on disait sur le handicap était complètement transposable à la gestion et au management en général. Et ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant et stimulant.
dans la mesure où finalement l'idée c'est de se dire le handicap devient un laboratoire de nouvelles pratiques. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc si je sais manager ou accueillir des personnes handicapées, peut-être bien que je vais améliorer globalement mes pratiques RH, mes pratiques managériales à destination de l'ensemble des collaborateurs. Et donc au lieu de voir le handicap comme une contrainte, de le voir comme une opportunité de progrès pour l'entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye de travailler beaucoup et d'accompagner les entreprises. Et on a pu constater depuis 10 ans une vraie maturation, une vraie amélioration de la maturité de l'entreprise, des entreprises et des personnes des entreprises, enfin des salariés de l'entreprise, sur ces sujets-là. Alors, tout n'est pas évidemment encore bien sûr rose, sinon on serait au chômage. Mais par contre, on peut voir quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui entendues, perçues, prises en compte, et que le handicap n'est plus uniquement une perception négative, mais qu'on peut aussi le percevoir comme étant quelque chose de... Je dis souvent manager une personne handicapée, par exemple, c'est manager une personne différente, et en théorie, ça devrait être un pléonasme. Parce que manager, par définition, c'est prendre en compte la différence de chacun. Donc, puisque chacun est spécifique et singulier. Donc le handicap n'est qu'une singularité parmi plein de singularités, une infinité de singularités. Et ce qui est intéressant, donc ça nous questionne sur des notions comme la singularité, l'altérité, etc., qui sont extrêmement intéressantes, puisque de toute façon on est tous concernés par ça, qu'on soit handicapé ou pas handicapé, on a tous notre dose d'altérité, de singularité, et d'ailleurs heureusement, sinon le monde serait extrêmement monotone. Donc voilà, donc l'idée du cabinet à l'origine qui était d'accompagner le sujet du handicap, finalement en 10 ans on a pu se rendre compte que la notion de handicap pouvait s'élargir à bien d'autres formes de particularité, de singularité ou de diversité si on veut. Et donc c'est ça qui pour moi a été la plus grosse découverte de ces 10 années. Et on constate aujourd'hui que beaucoup d'entreprises qu'on accompagne s'engagent dans ces logiques-là. J'en ai d'ailleurs tiré un bouquin que j'ai écrit sur le sujet qui s'appelle donc Le handicap en entreprise, contrainte ou opportunité. Je reviens à ces notions de contrainte et d'opportunité, et dont le sous-titre est Vers un management équitable de la singularité. Et non pas du handicap, mais de la singularité. Et la singularité, finalement, c'est valable pour tout le monde. Alors maintenant, les perspectives des 10 prochaines années, c'est intéressant parce qu'en fait, notre anniversaire, on avait structuré la journée sur le matin, le bilan, et l'après-midi, le futur, comment on voit les choses. Donc, moi, comment je perçois les choses, j'aimerais bien, en tout cas, mon souhait, je ne sais pas si c'est une réalité, mais en tout cas, mon souhait, ce serait justement cette notion de compensation se diffuse bien davantage, et la compensation, derrière la notion de compensation, il y a la notion d'équité qui est sous-jacente. Donc la notion d'équité, c'est-à-dire de justice, soit de plus en plus diffusée et que tout le monde en prenne conscience, pour que finalement le handicap devienne une particularité parmi d'autres, qu'on la prenne en compte dans la société, qu'on la prenne mieux en compte encore qu'aujourd'hui dans la société, que le travail continue de se faire et que la situation continue de s'améliorer dans ce domaine, mais qu'on n'en fasse pas finalement, que le handicap ne devienne pas le stigmate de la personne, mais que ça devienne une caractéristique comme des tas d'autres caractéristiques, l'origine, et puis comme chaque singularité qu'on peut avoir, et que finalement la différence de chacun soit acceptée et respectée. Surtout, c'est la notion de respect qui me semble importante dans ce domaine. Je voulais vous demander, justement, on a vu que vous avez tout un tas de projets. Où est-ce que vous trouvez tant d'énergie pour faire tout ça? Et qu'est-ce qui vous motive au quotidien à agir? Pourquoi on a cette énergie? C'est parce que en fait, ce travail a du sens, quoi. Ça a du sens, en fait. C'est-à-dire que ça nous anime au quotidien, parce que quand on va accompagner une personne pour l'aider, par exemple, à trouver un emploi, ou accompagner une autre personne à conserver son emploi, ou aller faire une intervention dans une équipe où ça se passait pas bien, et d'aller remettre un petit peu d'humanité dans tout ça, et de compréhension réciproque et mutuelle, finalement, c'est ça qui nous anime, hein. C'est vraiment cet aspect-là. Le matin, on se dit, ce qu'on fait, ça va servir à des personnes, et c'est surtout ça qui nous anime. Après, pour ce qui me concerne moi personnellement, j'ai toujours aimé beaucoup, on me taxe souvent d'être plutôt hyperactif, donc j'aime pas trop rester les bras croisés. Donc là c'est le cas, et je rencontre des tas de gens passionnants, intéressants, donc tout ça c'est une alimentation permanente on va dire de l'essence de mon moteur. C'est ça mon essence de moteur, moi. Donc j'ai pas l'impression, en fait, finalement j'ai pas l'impression que ce soit du tout pesant. Au contraire, c'est ça c'est de l'auto-alimentation. C'est comme l'énergie solaire, en fait. À partir du moment où il y a du soleil, on avance. Donc moi c'est un petit peu ça mon moteur, voilà. Alors, vous avez beaucoup parlé, j'ai regardé un peu sur internet, du lien qu'il y avait entre l'activité d'entrepreneur et de sportif de haut niveau. Je veux savoir justement quel est le lien entre les deux, quelles sont les valeurs communes entre les deux,
qui vous ont permis à la fois de faire l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Comme je disais, en fait, le sport lui-même a été un vecteur de construction de compétences, en fait. C'est-à-dire que pratiquer le sport de haut niveau, c'est travailler un certain nombre d'éléments, à la fois, comme je disais, bon, outre les aspects purement sportifs, c'est-à-dire l'aspect physique, etc., mais la gestion d'objectifs, par exemple, la définition et la gestion des objectifs, la priorisation des objectifs et des moyens, ça c'est aussi quelque chose de très important dans le sport, c'est-à-dire que quand on veut se donner comme objectif d'aller, par exemple, d'être champion paralympique, ben, on est obligé de définir l'objectif, de mettre on va dire des étapes pour y arriver, et de privilégier un certain nombre de choses, de savoir faire des choix, de savoir aussi à un moment dire non à quelque chose, de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour atteindre l'objectif. Et ça, c'est complètement transposable, notamment dans la gestion de l'entreprise, mais dans la vie de tous les jours aussi, c'est-à-dire c'est de la gestion des projets. Donc, alors, dans mon métier, enfin dans ma formation de base, dans le domaine de l'informatique notamment, la gestion de projet, c'est un peu le cœur de la formation. Faire de l'informatique, c'est gérer des projets. Alors, cette formation plus cette expérience sportive qui m'a aussi permis de travailler sur d'autres aspects, comme par exemple, je dis souvent que le sport, ça m'a appris à perdre. Alors c'est un peu paradoxal, parce que quand on fait du sport, on n'a surtout pas envie de perdre. Mais pour gagner, il faut peut-être savoir perdre. Ah ouais, exactement. C'est-à-dire qu'au début, très clairement, je détestais tellement perdre que ça me paralysait parfois dans des compétitions. Et petit à petit, le fait d'apprendre à perdre tout en continuant à ne pas vouloir perdre, mais à apprendre à perdre, ça m'a permis aussi de savoir gérer la frustration, de pouvoir rebondir, de pouvoir aussi tirer du positif d'une expérience plutôt négative. Et tous ces éléments-là sont également très, très utiles et très pertinents quand on veut travailler sur l'entreprise. Parce que par exemple, quand on est dans une entreprise, qu'on répond à un appel d'offres et qu'on n'est pas retenu, c'est un peu comme une défaite. Voilà, c'est comme une défaite. Donc il faut savoir aussi gérer, on va dire, la frustration de ne pas avoir gagné, etc. Et de pouvoir en tirer des enseignements pour s'améliorer. Donc tout ça, finalement, c'est congruent et c'est lié pour améliorer la pratique. Très bien. Donc pour terminer, j'avais une dernière question. Quel message vous auriez à transmettre à des personnes handicapées ou non, qui ont des projets, qui veulent se lancer, mais qui hésitent quel message vous voulez leur donner? Je pense que ce qui est fondamental, c'est que la vie passe super vite, et donc il ne faut surtout pas, on va dire, se dire d'emblée, oh, je vais attendre, je vais voir. Si on a des projets, il faut conduire ces projets. Après, il faut les faire de manière construite, il faut pas faire n'importe quoi, mais si on a envie de faire quelque chose, il faut vraiment pas hésiter à y aller. Après, il faut le faire en posant les choses, en les analysant, en les construisant correctement, en les structurant. Mais il faut pas se dire, parce que je suis handicapé, je ne pourrai pas. Parce que, en fait, ça, c'est un message qu'on entend, que moi j'ai entendu je ne sais pas combien de fois depuis que je suis né. La première remarque qu'on me faisait, c'est pas possible. Oui, l'exemple de être manager, c'est pas possible, faire ça, c'est pas possible, faire ci, c'est pas possible, c'est pas possible. Un jour, dans une conférence que j'animais, il y a une personne aveugle qui m'a fait une remarque qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a dit, écoutez, ce qu'il faudrait que je connaisse, ce qu'il faudrait qu'on me donne, c'est la liste des postes que je pourrais faire, que je pourrais occuper. Et moi, je lui ai dit, mais monsieur, vous avez envie de faire quoi? Et il m'a répondu, ce qui est important, c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je peux faire. Et moi, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui est important, c'est ce que vous avez envie de faire. Et après, on verra si vous pouvez le faire. Mais posez-vous déjà la question de ce que vous avez envie de faire. Parce que ça va vous tenir pendant des années, et si vous faites un choix par défaut, vous allez être malheureux. Et l'idée, c'est de se questionner sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Et à partir de là, par contre, comme on ne peut pas forcément maîtriser toutes les solutions tout seul, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des personnes qui connaissent bien soit le handicap, mais aussi les projets, etc. Non pas pour s'arrêter dès qu'il y a une difficulté, mais pour réussir à résoudre les difficultés et trouver des solutions. Et l'idée n'est pas de dire « ça n'est pas possible », mais l'idée est de se dire « comment faire pour que ça devienne possible ». Donc ouvrir le champ du possible. Ça, je pense que c'est quelque chose de très très important quand on a des projets. Et du coup, j'en profite pour dire aux gens qui regarderont cette vidéo, si vous êtes vous-même personne handicapée, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, au niveau du cabinet, on est là pour vous aider là-dessus, au plan professionnel notamment.
C'est-à-dire que si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des besoins, ou si vous êtes tout simplement en recherche d'emploi, ou même vous êtes en emploi et vous êtes en difficulté dans votre emploi, n'hésitez pas à vous orienter vers nous. On est là pour vous accompagner, justement pour vous apporter ce regard distancié et aussi pour repousser les murs, c'est-à-dire pour rendre des choses possibles et pour faire en sorte que ce que vous estimez peut-être pas possible, on voit si on pourrait pas trouver une solution. Alors, évidemment, nous ne sommes pas des magiciens et il n'y a pas de magie, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire d'être complètement non lucide en disant que tout est possible, mais beaucoup de choses qu'on imagine impossibles, finalement, le sont si on y met les moyens. Donc n'hésitez pas. Nous avons un cabinet avec des gens qui sont très impliqués, très investis. Leur objectif, c'est d'aider les personnes à trouver un emploi, à garder leur emploi, etc. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous le souhaitez, ou vers d'autres personnes. Il y a des tas d'acteurs tout à fait intéressants qui peuvent vous aider là-dessus. Donc voilà, si le conseil que j'aurais à donner, c'est passons de c'est pas possible à comment faire pour que ça devienne possible. Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager en commentaire ce que vous en pensez et à cliquer sur j'aime. Voilà, à bientôt.